Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire inaugure une série que Technique de l'ingénieur organise avec le pôle de compétitivité CARA autour des mobilités. En lien avec les batteries, les projets présentés sont retenus pour l'événement CARA Mobility Tech Days. Vous allez donc les découvrir en avant-première. Il y aura dans l'ordre le module par immersion Power 48 3 Flow présenté par Pierre Magne, directeur technique de GCK Batterie. Ensuite, il y aura une solution optimisée de protection et gestion des architectures BEV 400V présentée par Rémi Edelberger chez EFI Automotive et Fabrice Wisman chez Mersen. Ensuite, le VIKE sera présenté par Nicolas Gourceau de YouMotion. Puis, il y aura le projet Sigma Cells, un système de pilotage batterie 3 en 1 présenté par Philippe Despès du CEA Leti. L'événement est enregistré, vous pourrez voir le replay très rapidement sur le site Technique de l'ingénieur. Alors, je vais passer la parole à Pierre Magne pour qu'il présente son projet. Donc, je suis Pierre Magne, je travaille chez GCK Batterie. Donc, je vais vous présenter notre projet de refroidissement, de batterie à refroidissement immersif. Donc, très rapidement, comme GCK, c'est une jeune compagnie, on a été fondé en 2019, pardon. Donc, on a aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs sur une usine de 1700 mètres carrés et on a beaucoup investi dans des outils de production en 2022 qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une capacité de production de 140 000 batteries par an. Donc le projet de la batterie à immersion, c'était un projet qu'on a co-développé avec le groupe Motul. Donc Motul est une entreprise beaucoup plus ancienne que GCK Batterie, fondée en 1853, et qui est notamment un spécialiste du fluide et de la lubrification dans les secteurs de l'automobile, et qui travaille avec beaucoup d'OEM et de constructeurs automobiles dans le monde. Donc déjà, une batterie immersion, pour vous présenter ce que c'est une batterie où on va la refroidir avec un fluide. Et ce qui est assez original, c'est que ce fluide, comme vous allez le voir sur l'écran, il va venir traverser la batterie de part en part. C'est-à-dire qu'on va vraiment noyer la batterie, la technologie de batterie dans un fluide. Et donc, une fois qu'on a fait un module batterie, on va nous l'assembler, on va faire un pack batterie autour de ça, et ça va nous permettre de refroidir la batterie dans le véhicule. Donc là, on voit un exemple de configuration pour un autocar. Donc on va caissonner les modules. On va les relier entre eux pour assurer la conductivité électrique et fluidique. Et ensuite, ce module va être intégré dans l'autocar. Donc, une fois, donc là maintenant que je vous ai montré à quoi ça ressemblait une batterie immersion, je vais vous faire un petit retour en arrière sur l'origine de ce projet. Donc en 2021, le groupe GCK a lancé un programme de véhicules à pile à combustible. Donc il y a eu 3 véhicules de lancée, un véhicule de course appelé le e-Blast H2 qui devait faire partie d'une génération de véhicules à hydrogène concourant pour le Paris-Dakar, donc sous l'initiative de l'ASO, un autocar dont je vous montrerai des photos qui a été livré pour la première fois au début de l'été, notamment pour les Jeux Olympiques de Paris, et une dameuse qui était une dameuse dans un projet avec la station de l'Alpe d'Huez. Et donc une fois que les ingénieurs ont commencé à travailler sur le powertrain, à spécifier les besoins en pile à combustible, en réservoir et en batterie, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'avoir une batterie typée très très puissante pour ce projet, c'est-à-dire une batterie qui soit capable d'assurer une décharge très rapide, mais surtout une charge très rapide, et ce en fonctionnement. Ceci a donc amené à pousser les équipes de GCK à développer et à se tourner vers les solutions à immersion. Donc se lancer dans une aventure industrielle comme celle-ci tout seul, c'était assez ambitieux et compliqué. GCK Batterie était capable de dimensionner un pack batterie, la partie software, logiciel, BMS et tout ce qui est nécessaire à l'élaboration d'un pack cohérent. Par contre, il y avait tout l'aspect du fluide à maîtriser. Parce que vu que l'électronique est entièrement immergée dans le fluide, il nous faut un fluide qui sache répondre à des contraintes
tenue diélectrique très forte pour ne pas créer de court-circuit dans la batterie, mais aussi qu'il soit suffisamment caloporteur pour assurer la gestion thermique du pack de manière cohérente. Donc c'est pour ça qu'il y a une association entre le groupe Motul et les équipes de GCK Batterie. Donc l'avantage de cette technologie, et l'avantage que l'on a souhaité mettre en avant et aller démontrer, c'est la performance du pack améliorée. C'est-à-dire que grâce à ce fluide qui va entièrement entourer les cellules, on arrive à dissiper sur toute la surface de la cellule à 360, à la fois en radial mais aussi en axial. On peut assurer la sécurité du pack batterie. Quand le fluide circule, on sait contenir un emballement thermique, c'est-à-dire que l'énergie qui va être dissipée par une cellule qui part en dégazage, au lieu d'être transférée à sa cellule voisine et contaminer le pack et entraîner un incendie global du véhicule ou du système, elle va être évacuée par le fluide caloporteur et donc on va pouvoir contenir ces incidents thermiques. Bien évidemment, on accepte les charges rapides par défaut, ce qui est aujourd'hui très important sur les véhicules lourds, notamment les camions, mais aussi pour les particuliers qui souhaitent accéder à une charge de leur véhicule en le moins de temps possible, donc sous les 10 minutes. Et un point très important aussi, c'est la cyclabilité, c'est-à-dire d'augmenter les performances à long terme du pack batterie. Le pack batterie étant quelque chose qui reste toujours très très onéreux à l'échelle d'un véhicule électrique, il est important de pouvoir augmenter sa durée de vie le plus longtemps possible. Donc voici les quatre bénéfices clés que la technologie à immersion permet d'aller chercher et de démontrer. Donc le développement du pack batterie, là vous avez sur la droite de l'écran des photos des modules à immersion sur un véhicule de test. Donc c'est un module 48 volts qui peut encaisser jusqu'à 500 ampères en pic en décharge et 300 ampères en charge en pic. Donc dans les gammes de température standard d'une cellule batterie, l'intérêt étant qu'on peut conditionner et maîtriser la température des cellules grâce au conditionnement de la température d'huile. Hop. En termes de démonstration de l'efficacité et des avantages clés d'une technologie immersion, il a été développé un banc test sur mesure, donc dans des containers, parce que on aime bien tester les batteries en dehors des bâtiments en général. Donc un container qui permet de cycler H24 les modules et de tester leur performance. Et donc pour le projet notamment des bus pour les Jeux Olympiques, on avait pu faire des mesures en amont de la livraison des autocars et cycler les cycles batterie équivalents au banc pour s'assurer du vieillissement et des capacités de roulage du véhicule. Avec Motul, on a souhaité développer un véhicule roulant comme laboratoire de test, donc de manière tout à fait alignée avec la philosophie Motul de s'associer au Sport Auto comme laboratoire technologique. Il a été choisi un châssis de Lancia Delta intégral des années Lancia, 4 roues motrices, et ce véhicule a été modifié pour accueillir sur sa partie arrière un pack batterie. Un pack batterie, donc là dans ce cas-là c'est le nôtre, mais le véhicule a été fait en sorte qu'on puisse facilement changer le pack batterie. De même manière, ce véhicule est complètement truffé de capteurs pour mesurer la conductivité de l'huile par exemple, les températures, les performances, le tout connecté au cloud pour avoir les résultats en direct, et ainsi qu'un système de purge pour changer l'huile facilement, pour être capable de caractériser et de comparer des générations d'huile différentes et ainsi visualiser l'impact sur la performance du véhicule. L'un des premiers projets qui a été fait avec cette batterie immersion, c'était la fourniture d'un pack batterie pour un véhicule de course type SSV. Donc celui-ci, là c'est une photo lors de l'Africa Eco Race, qui a été remportée d'ailleurs par ce véhicule en catégorie hybride.
et donc qui a pu démontrer sur une course de 6000 km dans le désert, dans des conditions très agressives de température, mais aussi de vibration, de choc, la pertinence de la technologie utilisée, où les batteries sont restées parfaitement conditionnées d'un point de vue thermique. Maintenant, le déploiement à plus grande échelle de ces produits pour GCK, aujourd'hui on en a parlé, hein, il y a notamment le Sport Auto et le Rally Raid, avec la fourniture de packs batterie au constructeur Apache, qui fournit des SSV hybrides pour ces courses-là. On a 2 démonstrateurs technologiques, un véhicule à hydrogène, pareil sur des spécifications Rally Raid Paris-Dakar, mais qui lui tourne avec une pile à combustible, le e-Blast H2, la Dameuse pour l'Alpe d'Huez. Et donc ça, c'est les projets un peu de démonstration, même si celui Sport Auto est aujourd'hui commercialisé. Et le gros projet série, c'est les autocars. Donc là, je vous ai montré des photos de l'Iveco Crossway hydrogène allié en pile à combustible et pack batterie, qui alors peut-être que vous les avez vus cet été dans les rues de Paris, qui assuraient le transport officiel des Jeux. Donc une fois qu'on a déployé tout ça, il y a quand même quelque chose qui est important, et c'est là où notre partenaire est présent, c'est le suivi des fluides en service. Donc on a le laboratoire Motul qui travaille avec nous pour monitorer le vieillissement et les capacités du fluide à remplir leurs fonctions à la fois d'isolateur électrique, mais aussi de conducteur thermique durant la durée de vie des véhicules. Voilà. Donc on a bouclé la boucle entre le cahier des charges initial et aujourd'hui un suivi en service de la technologie immersion. Merci beaucoup, Monsieur Magne. Donc, je vais passer la parole à Rémi Edelberger et Fabrice Wiesmann qui vont se présenter. Bonjour, Rémi Edelberger, je suis en charge du marketing et de la stratégie sur une des plateformes qui développe des produits électroniques pour le groupe EFI Automotive. Et je suis accompagné de Fabrice. Oui, bonjour, je suis Fabrice Wiesmann, je représente aujourd'hui la société Mersenne et je suis en charge du développement commercial et marketing de l'activité automobile. Alors aujourd'hui, le sujet sur lequel on souhaite faire un focus et partager notre état d'avancement, c'est sur des BDU avancés, on va dire ça comme ça, en traduction franglaise, mais on va vous en dire un peu plus juste après. Donc, alors déjà une BDU, c'est une batterie disconnect unit. Pour se situer ce que c'est un produit qui en fait assure la coupure, la protection, la sécurité des véhicules électriques, des véhicules hybrides, toute forme d'électrification. Ça peut être aussi sur des technos type fuel cell. Donc entre la batterie, le système de charge et les groupes motopropulseurs. Alors, pourquoi avancer? C'est parce qu'on souhaite optimiser les produits par rapport aux contraintes de nos clients, aux contraintes du marché. Donc les contraintes, elles sont assez diverses et variées, hein. L'automobile électrique, certains disent que ça a 50 ans, mais globalement, d'un point de vue maturité, cela fait maintenant une vingtaine, une quinzaine d'années que les produits ont été lancés, et là on est en plein boom, en pleine maturité, tout le monde le sait, avec beaucoup d'évolutions technologiques à la recherche de poids, d'encombrement, des sujets aussi de dissipation thermique, puisque l'électricité engendre des effets thermiques. Et donc le thermique est au cœur des soucis de nos constructeurs auto, des fabricants de camions, de bus, tout fabricant d'engins mobiles, pour optimiser le refroidissement et aussi optimiser les rendements. Le poids aussi, de plus en plus, j'en parlais rapidement, notamment en Europe et pas que à terme. Le CO2 est une contrainte, mais le poids aussi, en fait, dans les enjeux de net zéro carbone. Donc, c'est des choses qu'on regarde de près. Donc voilà pour les problématiques de nos clients à date, il y en a plein, mais voilà les principales qui nous ont fait réfléchir à un produit sensiblement différent. Donc on retrouve ici une matrice d'évaluation sur laquelle on était parti avec nos clients et avec nous en interne pour discuter autour vraiment quels sont les points sur lesquels on doit travailler fort aujourd'hui.
Donc là, vous le voyez ici, hein, je vais pas résumer l'ensemble de cette présentation, mais globalement, dans les enjeux, c'est le prix. Hein, on va quand même démarrer par ça. Vous êtes pas sans savoir que l'Europe fait face à un chamboulement économique, pas que dans l'auto, notamment sur des effets de bord asiatiques, un peu américains, l'Asie du Nord, la Chine et l'Asie du Sud-Ouest aussi, avec des contraintes de prix très 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 fortes, où on a besoin de maintenir notre compétitivité. Donc le prix aussi un enjeu. Le poids, j'en ai parlé, la réparation aussi, la recyclabilité aussi des composants. Et ce qui ressort vraiment, c'est comment optimiser le rendement, comment réduire les émissions de CO2. Voilà, donc toutes ces problématiques et tous ces questionnements et tous ces facteurs, on les a concentrés pour développer une future génération de batteries disconnect units. Alors nous, EFI Automotive, on est dans l'automobile depuis maintenant presque 90 ans. On est une société familiale qui en fait agit qui opère sur les trois grandes plaques mondiales, et on est spécialisé dans la fabrication de capteurs, d'actuateurs. Ça, c'est vraiment notre business historique, et on se développe de plus en plus sur la partie ce qu'on appelle power electronic, donc tout ce qui est protection, coupure dans les engins roulants. Voilà. Quelques mots sur Mersen. Donc, Mersen, c'est une entreprise française, anciennement nommée Carbone Lorraine. Mersen a 130 ans d'existence et intervient dans le domaine des matériaux avancés, dans le domaine de la transmission de puissance et de la protection électrique. C'est dans les domaines électriques qu'a été développée l'activité automobile de Mersen autour des véhicules électriques. Et nous apportons dans ce projet avec EFI notre savoir-faire dans ces spécialités pour proposer une intégration optimisée des éléments et composants de puissance au sein d'une BDU. Donc, ce sont donc les compétences combinées de nos deux sociétés qui ont abouti à la conception d'un démonstrateur que nous présenterons lors des Tech d'Ecara qui se tiendront les 20 et 21 novembre à Lyon. Alors, pour revenir un peu au cœur du projet, on est aussi parti d'enjeux techniques. Donc, vous avez deux sphères ici, hein, une sphère très court terme qui sont des BDU classiques, hein, où on retrouve, donc pour vulgariser, un coffret électrique dans lequel on retrouve des câbles, des bus bars, des contacteurs, éventuellement une partie électronique qui assure la gestion de ces fusibles, contacteurs, mesure de courant, mesure de tension, qui sont des besoins de la plateforme véhicule. Euh, et, euh, et on peut dire qu'aujourd'hui, on peut faire une boîte que je vulgariserais de montée câblée, hein, sauf qu'aujourd'hui, on a plusieurs enjeux aussi qui sont de faire des très grosses quantités. Et donc, on réfléchit aussi à de la standardisation, de l'intégration pour rendre toujours plus compact, plus léger, et justement travailler ces effets de thermique. Donc, ça, c'est notre target sur la BDU avancée qu'on voit ici à droite de l'écran. Et avec le savoir-faire de Mersenne et ses spécialisations, on a travaillé justement sur la réduction de ce qu'on appelle globalement le facteur de forme, hein, réduire la taille, l'encombrement, optimiser les routings, tous les passages de câbles, tous les passages de bus bar, limiter les câbles au maximum, limiter la filerie, pour rendre le produit le plus standardisé possible, le plus compact possible, et qui permet de limiter la dissipation thermique, en tout cas on va dire de l'optimiser au maximum à courant constant. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc voilà, là vous avez une illustration de notre projet. On est sur un projet qui est en cours de développement, en cours de test, hein, ce qu'on appelle dans notre jargon une proof of concept. Mais là on est vraiment sur une perspective court, moyen terme, plutôt court terme, de mise sur le marché. Où cette solution, progressivement, elle va être présentée, comme le disait Fabrice, à des endroits dédiés, déjà été présentée à des clients pour commencer à travailler sur les plateformes des véhicules électriques de demain. Donc l'objectif, hein, c'est vraiment ça, c'est de démontrer au marché qu'on est capable de produire à très large volume une BDU plus compacte,
avec des composants optimisés qui permettent vraiment de s'interconnecter entre eux dans un poids qui doit être réduit, puisque de toute façon c'est une contrainte très claire qui émane des directives européennes auxquelles sont imposés les constructeurs, toujours dans la bonne direction d'être neutre en empreinte carbone. Voilà, donc dans cette boîte de jonction, on met en avant le bus bar laminé. Donc je vais commencer par une définition. Donc un bus bar laminé, c'est un composant qui est fait de couches de cuivre, fines couches de cuivre usinées, et ces couches sont séparées par des matériaux diélectriques fins, et le tout laminé dans une structure compacte. Donc dans la proposition de valeur, ce que l'on met en avant, c'est l'intégration de fonctions de transmission de signaux dans le bus bar, par intermédiaire de circuits imprimés flexibles, comme on le représente sur l'image. L'isolation également sur une couche très mince des conducteurs, donc ce qui permet d'utiliser les bus bars comme des éléments de transfert thermique et donc de participer au refroidissement des composants d'électronique de puissance. Et enfin, comme l'a évoqué Rémi, la compacité, parce qu'en travaillant sur l'implémentation des différents éléments dans la boîte et avec une interconnexion simplifiée, on peut réduire de manière assez conséquente l'encombrement de la boîte. Donc si on passe sur le slide d'après, nous avons apprécié en fait les pistes d'amélioration sur différents critères. Donc c'est ce que représente le diagramme que vous avez à l'écran. Donc en comparatif par rapport à des générations précédentes de BDU. Donc le premier critère, l'isolation galvanique. Donc c'est un avantage qui est structurel du busbar laminé, donc qui favorise les transferts thermiques et qui permet une architecture plus compacte. Ça réduit les distances entre les conducteurs de puissance. Au niveau de l'assemblage, donc le busbar, c'est une pièce d'interconnexion unique, donc ce qui permet une mise en œuvre plus simple par rapport à un faisceau de câbles. Donc l'assemblage se trouve largement simplifié. La compatibilité électromagnétique également, qui est améliorée du fait de la constitution mécanique du busbar. Donc ce sont des fines couches de cuivre, comme je l'ai expliqué. Donc ça diminue l'inductance du circuit, donc les courants induits. Et l'isolation aussi permet de superposer les circuits. Donc on est meilleur en CEM. Les aspects robustesse mécanique, qui se trouvent également améliorés par rapport à des configurations de boîtes qui mettraient en œuvre des faisceaux de câbles. Et le tout combiné étant un levier d'efficience de coût du fait des opportunités de flexibilité que l'on a au niveau de la conception, de la compacité, du gain de masse et aussi du processus d'assemblage de la boîte. Voilà, donc globalement, pour les prochaines étapes, donc nous avons un démonstrateur, c'est ce qu'on a évoqué, on le présentera également lors des Tech Day à la CARA. Nous souhaitons aller plus loin dans la quantification des gains évoqués. On a déjà quelques simulations que l'on a réalisées à ISO Architecture, les points de fonctionnement. On souhaiterait aller plus loin dans l'aboutissement de notre concept. Donc ça nécessite du maquettage, un plan d'expérimentation dédié, pour lequel nous recherchons des financements et où que nous pourrions déployer avec des partenariats avec les constructeurs automobiles. C'est voilà, tout l'enjeu de ce que l'on propose et ce que l'on va faire sur les prochaines semaines et mois. Alors, vous le voyez à gauche de l'écran, on essaie de représenter trois vues d'évolution de produits. Alors, c'est clairement, lorsqu'on regarde la première, le premier visuel qui est en haut à gauche de l'écran, on est vraiment sur une solution qui est la plus demandée aujourd'hui sur le marché, qui est une solution montée, câblée, industrialisée. Néanmoins, on est sur une conception assez, je dirais, basique, avec des busbars, des fusibles, un boîtier moulé, voilà. Donc, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est comment optimiser les volumes, puisque les volumes, même si le marché prend un peu plus de temps que prévu dans sa maturité, dans sa montée en puissance, le marché il est là et il va grossir très très significativement. Donc, il faut qu'on soit capable de répondre aux constructeurs auto plus que ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Et là, vous avez en haut, sur cette première vue, un exemple de ce qui nous est demandé dans 80%, 90% des cas. Les deux cas du dessous, et notamment le troisième qui est le sujet dont on parle aujourd'hui, la BDU avancée,
qu'on a co-conçu avec Mersenne, on est vraiment sur une solution qui est avancée. Là, on est vraiment dans le conseil. C'est pas que du produit, c'est le busbar laminé qui est vraiment on va dire le produit pas disruptif, mais le produit qui vient faire changer la donne. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Derrière, il y a de l'étude d'implémentation et il y a de l'étude de conception industrielle pour justement arriver à des forts volumes dans un produit toujours plus compact et toujours plus léger. Voilà, nous nous tenons à votre disposition pour répondre aux questions en fin de séance. Merci à tous les deux. Je vais passer la parole à Nicolas Gourceau. Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Gourceau, je suis le fondateur de Umotion et j'ai à peu près 20 ans d'expérience en mobilité, essentiellement chez Stellantis, où j'ai beaucoup œuvré sur la partie motorisation et notamment créé le département chaîne de traction électrique en 2015. Et puis après, je me suis essentiellement consacré chez Citroën à la réalisation de véhicules type AMI et Oli pour montrer ce qu'on pouvait faire, on va dire, avec des ressources limitées, tout en maintenant la trajectoire d'électrification. Alors on a créé Umotion en 2022, c'est une jeune entreprise, mais qui a déjà reçu pas mal de prix de différentes institutions, côté ingénierie ou côté business, donc vous voyez un extrait à droite. Et donc on a choisi aujourd'hui de faire une présentation plutôt grand public pour parler un peu globalement de l'électrique et de ce qu'on peut faire, sachant que notre cœur de marché est plutôt pour les professionnels, mais tout ce qu'on va dire là pourrait éventuellement s'appliquer au transport de personnes à terme. Donc on commence très large en parlant effectivement du contexte globalement du réchauffement climatique que vous connaissez tous. Et l'idée c'est de rappeler que le transport c'est quand même 30% des émissions CO2 au global, et que ça a également globalement un certain nombre d'autres facteurs, on va dire, aggravants et externalités, tels que, on va dire, l'épuisement des ressources abiotiques, mais aussi l'acidification, l'ozone photochimique, l'eutrophisation, et on va dire l'épuisement globalement des matières premières. Hein. Donc tous ces facteurs sont liés au transport et ça concerne l'ensemble de la planète. Globalement, il y a également un certain nombre de conséquences locales que vous connaissez, puisque le transport, c'est également une forte contrainte sur la qualité de l'air, et notamment dans les villes. Alors les particules fines, alors je ne parle pas des gaz, hein, des NOx, etc., parce qu'on est plutôt dans une projection, on est dans l'électrique et il y a plutôt un problème lié aux particules fines. Ces particules fines, elles viennent soit du pot d'échappement, soit des freins, soit des pneus. Et aujourd'hui, c'est quand même 250 000 morts en Europe. Donc il faut s'en préoccuper. Mais c'est également globalement une forte mortalité, on va dire, avec des dommages corporels matériels qui est évalué globalement à peu près à 70 milliards d'euros. Donc ces accidents, ça nous coûte cher et on sait tous qu'on pourrait les baisser en réduisant la vitesse. Donc il y a une logique hein, vraiment de pouvoir, en réduisant de 5 km/h, la vitesse par exemple de baisser de 20% les risques d'accident. Troisième conséquence locale, c'est évidemment le bruit, donc il y a des évaluations à plusieurs milliards d'euros. Et une autre conséquence qui réapparaît aujourd'hui dans les médias, qui est l'artificialisation hein, des sols due aux infrastructures automobiles, et on voit notamment par exemple avec les sujets de l'A69. Bien. Alors, maintenant qu'on a présenté le contexte, c'est de vous présenter pourquoi l'électrique est une solution globalement. Eh bien, premièrement, il faut savoir que le véhicule électrique, lui, a un rendement énergétique globalement supérieur au thermique, et ça, c'est simplement dû au fait que le moteur thermique, il perd 2/3 de son énergie en chaleur hein, par combustion, il y en a qu'un tiers qui sert, et le véhicule électrique, lui, est beaucoup plus efficient, le moteur électrique, lui, est beaucoup plus efficient. Et le deuxième point qui est intéressant dans l'électrification, c'est bien sûr que la source d'énergie qu'on va utiliser en électrique est décarbonée par nature. On ne prend pas d'énergie fossile, on fabrique l'énergie. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt nucléaire et il y a certains, on va dire, débats dans lesquels je ne rentrerai pas sur, on va dire, l'efficience écologique de ça, mais on peut aussi faire ça avec des énergies renouvelables, notamment le solaire ou l'éolien. Voilà, donc si on compare les rapports, on est plutôt dans un ratio de 24% pour l'électrique globalement sur une base nucléaire, comparé à un 13% sur du thermique. Et par contre, on peut aller chercher un 74% d'efficience globale en se basant sur les ENR. Donc,
Maintenant qu'on a dit que l'électrique c'est évidemment la solution, toute solution n'étant pas parfaite, il faut vous présenter la solution, on va dire, qu'on appelle d'empreinte carbone, qui vise à évaluer l'ensemble des émissions et des externalités sur l'ensemble du cycle de vie. Donc c'est ce qu'on appelle une perspective ACV, donc l'analyse du cycle de vie, qui prend, on va dire, comme on peut le voir sur l'automobile ici, à droite dans le schéma, les externalités tant à la conception qu'à la production, à la distribution, à l'usage et au recyclage, hein, c'est vraiment l'ensemble du scope. Et quand on prend, on va dire, cette perspective, en général, si on compare un véhicule électrique à un véhicule thermique, on s'aperçoit de deux choses. Donc, c'est que la fabrication du véhicule en lui-même, que ce soit thermique ou électrique, va consommer à peu près le même nombre de ressources si on écarte la production des batteries. La batterie va effectivement un peu sévériser cette production au départ, parce qu'il faut pas mal d'énergie pour fabriquer les batteries. En revanche, on récupère cet investissement très largement sur l'usage, puisqu'en orange, vous voyez les émissions à l'usage d'un thermique, alors qu'en électrique, on va être beaucoup plus réduit. Alors bien sûr, je mets tout de suite une astérix sur quel type d'énergie on utilise pour fabriquer l'électricité. Et c'est pour ça qu'on a présenté quelques cas d'usage ici pour illustrer la démarche. C'est-à-dire quand on compare par exemple en France un véhicule au bout de 50 000 km pour une batterie de 50 kWh, évidemment, comme en France on est très décarboné, même à 50 000 km, on aura un avantage globalement sur la CV, c'est-à-dire sur l'ensemble des émissions carbone, pour un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. En revanche, en Allemagne, comme l'électricité est un peu plus carbonée, ça sera kiff-kiff. Et pour une batterie qui sera 2 fois plus importante, au bout de 50 km, on sera moins avantageux en électrique. C'est pour ça que, on va dire, l'électrique est avantageux si on fait beaucoup de kilomètres. Voilà. Donc sur une perspective à 150 000 km, par exemple, qui représente à peu près la durée de vie moyenne d'un véhicule, on est bien sûr gagnant en France, très largement, et ce, même en Allemagne, et ce, même avec une grosse batterie. À noter quand même que la batterie n'est pas limitée et qu'il faut quand même bien dimensionner cette batterie parce que on voit ici un facteur d'augmentation de 50% des émissions de CO2 sur l'électrique si on double la batterie. Donc, à mesurer malgré tout. Alors, ça me permet de revenir un petit peu aux notions académiques de consommation d'énergie d'un véhicule qui repose principalement sur 4 facteurs. Donc, il y a un facteur qui est plutôt lié à l'accélération, un qui est plutôt lié à l'aérodynamique, un qui est plutôt lié aux variations de pente, et un qui est plutôt lié au frottement, lié au roulement. Voilà. Donc ce facteur lié au roulement, aujourd'hui, il est à peu près connu, il est stable entre électrique et thermique. Bon, c'est à peu près, on perd un peu moins de, on va dire entre 5 et 10% de l'énergie consommée part en dissipation de frottement. On va se placer dans un CASAM, donc on va mettre de côté pour l'instant le facteur dénivelé, et je vais essentiellement consacrer aux deux facteurs prépondérants qui sont l'accélération et l'aérodynamique. Alors l'aérodynamique, vous avez bien compris, quand on est à basse vitesse, en général, on a très peu de perte d'énergie, et c'est que quand on augmente la vitesse, puisque on a le facteur carré ici, qu'on va être très gourmand en énergie. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup, on va dire, l'aérodynamique, le CX ou le SCX, pour que les véhicules sur autoroute consomment moins. Et à ce titre-là, je le rappelle, mais effectivement, baisser sa vitesse permet de gagner en général 25% sur autoroute, rouler à 110-130, quelle que soit l'énergie utilisée, on va gagner 25%. Donc c'est intéressant. Et dernier point, c'est masse accélération, c'est, vous le voyez, très simple, mais c'est essentiellement ce qui va se concentrer la consommation d'énergie aujourd'hui en ville. Et donc c'est pour ça que si on utilise des véhicules électriques en milieu urbain, c'est extrêmement important de faire attention à cette masse et à l'accélération, puisque ça va dicter la consommation du véhicule. Alors revenons justement aux usages. Grâce à cette équation, on peut déjà dessiner un premier canevas de où se trouve l'avantage énergétique de l'électrique par rapport au thermique. Alors évidemment, j'ai parlé du rendement. Le rendement thermique d'un moteur, c'est à peu près 30%, sauf que en ville, on va souvent changer de régime et on va souvent changer de rapport de vitesse. Et donc ça va avoir un effet très très néfaste sur le rendement. Donc on va être plutôt sur des rendements autour de 25%. Alors que l'électrique, lui, a l'avantage d'avoir un rendement toujours très élevé et en plus, on n'a pas de vitesse à passer, donc on gagne énormément. D'un point de vue autonomie, ou on va dire distance, en ville, on fait en général des courtes distances et ça, c'est un problème parce que le moteur thermique n'a pas le temps de monter en température, n'a pas le temps de chauffer et en général, les systèmes de dépollution ne sont pas effectifs. Donc on va avoir
en plus une sévérisation des externalités en ville avec le moteur thermique. Et c'est pour ça que l'électrique, lui, apporte une vraie solution, si tant est qu'on reste dans un périmètre petit, on va dire de petite distance, on a besoin d'une petite batterie, on s'alourdit pas beaucoup, et donc on est vertueux. En revanche, sur l'autoroute, c'est un petit peu l'inverse, puisque un moteur thermique, lui, va avoir tendance à avoir un très bon rendement sur un régime constant. En plus, on va pas changer de vitesse, donc on va avoir un rendement aux alentours des 35%, contrairement à l'électrique, où quand on va le mettre à sa vitesse maxi, entre guillemets, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc il tourne très vite, beaucoup d'échauffement, beaucoup de pertes, et on a un rendement qui est nettement, enfin, qui est quand même mieux que le thermique, mais qui n'est pas un rapport de simple au double. Et puis, il y a la question de l'autonomie, qui est beaucoup discutée aujourd'hui. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va dire grosso modo, un véhicule thermique peut faire entre 600 et 800 km, et il lui faut 40 kg d'essence pour le faire. Alors qu'un électrique, on va dire pour chaque segment de 100 km supplémentaires, il faut à peu près 100 kg de batterie. Donc, c'est-à-dire une personne. Et donc, si je veux faire un véhicule qui fait 500 km, il va falloir 500 kg de batterie. C'est pour ça qu'on dessine finalement un optimum pour l'électrique qui est quand même plutôt pour la ville, pour les basses vitesses et les courtes distances, et que, effectivement, pour les grands trajets, on va dire, d'autoroute, on va dire l'électrique est moins gagnant. Bon. Autre paramètre à prendre en compte dans la conception des BEV, des BEV, des véhicules électriques, c'est au-delà du périmètre dans lequel on l'utilise, c'est comment il est conçu. Et comme on l'a vu dans l'équation, la masse et l'accélération, notamment en ville, sont deux facteurs prépondérants. Vous avez ici à gauche sur la masse la courbe des véhicules moyens, les masses moyennes des véhicules qui sont sortis jusque dans les années 2020. Donc on a pris le cas d'une petite citadine, et on voit aujourd'hui que ça plafonne à peu près 1,4 tonne. Or, on va dire malheureusement, pour une petite citadine électrique, ça commence à partir d'1,4 tonne également. Et je vous laisse imaginer les SUV qui vont derrière. Donc on va d'ores et déjà, même sur un véhicule d'entrée de gamme, alors que là c'est des véhicules, on va dire un peu des berlines et des citadines mélangées, on va être déjà en sévérisation sur la masse. Et pareil sur l'accélération, vous voyez ici en bleu la courbe moyenne d'accélération avec les différentes vitesses d'un véhicule à basse vitesse jusqu'à 80 km/h. Une citadine avec son moteur électrique va être en permanence avec une accélération supérieure. Alors, ça ne veut pas dire que le conducteur va accélérer tout le temps à fond, mais elle a cette capacité-là. Et donc, on le sait, masse, accélération, ça va avoir des conséquences sur l'énergie, donc sur la batterie, et donc sur la masse et sur le prix du véhicule. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, on va dire, d'une logique de conception sobre, et également, dans un deuxième temps, du facteur humain. C'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est que même si la voiture accélère beaucoup, on n'est pas obligé de tout le temps accélérer au maximum. Et ça me permet de vous sensibiliser sur le facteur d'éco-conduite, puisque on le sait en thermique, en grosso modo, l'écart entre un bon conducteur et un conducteur plus lourd va être de 20%, alors que sur un véhicule électrique, grâce à la régénération, on peut être plus vertueux, mais comme ça accélère plus fort, on peut être aussi moins bon. Donc il y a un facteur 2 entre un bon conducteur et un mauvais conducteur en termes de consommation énergétique, et donc l'éco-conduite est importante. Pareil sur le style de conduite, ça va générer des particules fines, je ne reviens pas dessus, mais globalement, un véhicule électrique émet quasiment autant de particules fines qu'un thermique, si ce n'est qu'il n'y a pas de pot d'échappement. Donc, c'est ce qu'on a appliqué, nous, chez U-Motion, pour concevoir nos utilitaires urbains. C'est évidemment de limiter la masse en proposant un système de batterie modulaire qui permet d'alléger le poids globalement. Ensuite, on a travaillé beaucoup la propulsion et le moteur pour faire quelque chose de doux et qui s'accélère légèrement. Et ça nous permet de gagner énergétiquement sur le total. Donc, vous avez ici l'image du VAIG première génération qui permet de transporter 1 tonne dans un circuit urbain en émettant globalement sur son ACV 3 fois moins de CO2 et en étant à la clé 2 fois moins cher puisque on dimensionne la batterie au juste nécessaire. Et juste une perspective avant de terminer sur la batterie modulaire, ce qu'elle apporte, le batterie swap, c'est-à-dire que je peux changer mes petits modules de batterie en fonction de mon usage. Ça permet de m'affranchir des infrastructures de charge, puisque je peux recharger sur une prise classique, et grâce aux batteries manipulables à la main, je peux très facilement, on va dire, changer l'autonomie de mon véhicule, que ce soit à l'usage ou en fin de vie. Voilà. En résumé, pour conclure, la mobilité a des impacts globaux
et local. Et donc, sur le véhicule électrique, ce qui est important, c'est de considérer le rendement global, puisqu'il a un meilleur potentiel. On peut décarboner et garder en tête que l'électrique, c'est vraiment très adapté à l'usage urbain. Mais il faut faire attention à la masse, à l'accélération et surtout au style de conduite pour pouvoir minimiser son empreinte carbone. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Gourceau. On va passer la main à Philippe Despès. Bonjour. Merci. Donc, je présente la technologie Sigma Cells. Bon, on a plutôt aussi parlé quelquefois de architecture commutée. Donc, je mets en avant aussi notre partenariat avec Vitesco. Donc, c'est ce qui sera présenté justement aux Journées Cara au mois de novembre à Lyon. Donc, c'est le transfert donc, de cette technologie auprès de Vitesco qui lui-même le transfère auprès des industriels et des constructeurs automobiles. Donc, le principe, c'est le pilotage d'un pack batterie 3 en 1. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le 3 en 1. Donc, juste une introduction sur le CEA, parce que c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas forcément le CEA, c'est Commissariat à l'énergie atomique. Donc, effectivement, beaucoup le connaissent sur cet angle-là. Pour faire simple, le CEA, c'est à peu près 20 000 personnes, enfin 15 000, un bon 15 000 personnes. Il y en a 5 000 qui sont plutôt à la côté défense, donc l'arme nucléaire, on va dire. 5 000 qui sont plutôt côté énergie nucléaire, donc la recherche sur l'énergie pour le civil. Et on est 5 000 autour, à peu près 5 000 sur la recherche technologique, donc ce qu'on appelle le design, recherche technologique, et puis la recherche fondamentale. Donc, en gros, on est sort de recherche à la fois sur le nucléaire, mais aussi sur la technologie de manière plus générale, à la fois sur le digital, sur l'énergie, les énergies renouvelables, et puis sur l'électronique. Donc voilà la DRT, donc c'est les recherches technologiques, donc qui a pour vocation donc, de transférer les technologies vers auprès des industriels, avec 4 grosses entités, le LETI où on est 2000 à peu près 2000 personnes, le LIS donc le LETI, le cœur on va dire cœur de chauffe du LETI, c'est plutôt la partie microélectronique, et le LIST plutôt sur le digital, ils sont nos collègues de Saclay, donc le LETI est plutôt à Grenoble, le LIST plutôt à Saclay à Paris, et le LITEN, donc entre Grenoble et Chambéry. Donc plutôt sur les énergies, les batteries hydrogène, batteries tout solides, etc., etc. Et puis le photovoltaïque également. Et c'est ATEC qui déploie aussi les technologies sur les régions. Donc notre objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de transférer donc la recherche fondamentale vers les industriels. Donc c'est de passer cette fameuse vallée de la mort, hein, où souvent des technologies peuvent être dans des tiroirs ou compliquées à être transférées et industrialisées. Donc c'est notre mission qui nous a été donnée par le général de Gaulle à l'époque, donc de transférer ces technologies qui sont à des TRL bas, donc à des niveaux de maturité assez bas, et les monter en puissance auprès des industriels. Donc le LETI, quelques mots sur le LETI. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est 2000 personnes qui sont essentiellement sur Grenoble, avec des salles blanches. Donc des salles blanches qui ont à vocation de faire les nouveaux processeurs de demain, des processeurs aussi bien du numérique, de l'analogique, donc tout ce qui est capteur, conversion de puissance, donc tous les composants grand gap qui sont développés par nos salles blanches et puis qu'on a transféré, qu'on transfère auprès des industriels de la microélectronique, des activités télécommunications, de design de systèmes et cybersécurité également. Donc des exemples de réalisations qu'on a pu faire, hein. Donc on est beaucoup en relation avec les acteurs évidemment de la microélectronique, donc DST Microélectronique, Soitec. Donc tous les téléphones Apple, typiquement, leur capteur d'image, je peux le dire, c'est public désormais. Le capteur d'image ont été inventés, on va dire, au CEA LETI, qui aujourd'hui c'est ST qui produit ce type de capteur. Soitec aussi sur le FinFET, enfin sur tout ce qui est SOI, donc qui est un concurrent du FinFET de Intel, donc qui est transféré aujourd'hui chez Samsung, ST Microelectronics, Global Foundry, etc. Les gros du semi-conducteur. Et puis on a des projets beaucoup plus applicatifs, typiquement on voit l'interrupteur Legrand qui a pour mission donc de communiquer avec la lampe par un simple appui, donc c'est récupérateur d'énergie et puis communication en Zigbee vers la lampe, sans pile ni batterie ni fil qui va vers cet interrupteur. Donc là c'était vraiment le récupérateur d'énergie. Donc ça c'est vraiment des applications qui sortent un petit peu de la microélectronique pure, qui sont beaucoup plus orientées système.
et on a beaucoup d'activités, mais je passe vite. Donc, si je viens maintenant sur la partie Sigma Cells, la techno Sigma Cells, le principe, c'est qu'on voit dans un véhicule, donc comme vous le savez tous dans cette assemblée, une voiture, il y a donc tout le pack batterie. Typiquement, pack batterie est constitué de énormément de cellules unitaires. Hein. Typiquement, dans une Tesla, on peut monter jusqu'à 3000 cellules unitaires. On a du coup, pour piloter ces batteries et pour aller vers le moteur, donc on a un onduleur moteur. On a tout ce qui est donc partie OBC, donc le partie onboard charger, qui va lui faire la partie charge depuis le réseau vers le pack batterie. Et puis évidemment, il y a tous les DC-DC pour alimenter le tableau de bord, donc typiquement d'un pack batterie 400 ou 800 volts vers du 12 volts qui pour alimenter les phares, le tableau de bord, l'autoradio, etc. Tous les accessoires, on va dire, du véhicule. Donc l'idée là de Sigma Cell, c'est de partir de ce constat qu'un pack batterie est constitué d'énormément de cellules unitaires. Pour aujourd'hui, un pack batterie classique, il est constitué comme ça. Donc toutes les cellules sont en série dans le pack, et ensuite on génère une tension de sortie qui va être 400 ou 800 volts, de plus en plus sur la haute tension. Et cette haute tension, donc si on part de droite, elle vient du réseau, on va avoir l'onboard charger qui va transférer l'antinusoïdal alternative de 220 volts ou 380 triphasé vers le 800 volts monophasé continu. Et puis réciproquement, on va transférer donc ce 800 volts vers le moteur en ayant un onduleur qui va transférer cette tension continue en tension alternative. Le problème qu'on voit sur ce type d'architecture, dès qu'il y a une cellule au milieu du pack qui est défaillante, qui casse ou qui est en fatigue ou qui chauffe trop, le pack batterie se met en sécurité et on a un problème de continuité de fonctionnement. L'idée de Sigma Cells, donc la technologie à architecture commutée, c'est de mettre en série ou en parallèle les cellules unitaires, donc les batteries, les mini-batteries qui sont à l'intérieur du pack, de manière dynamique en série pour générer la forme d'onde. Typiquement, si toutes mes cellules sont en parallèle, j'ai 3,2 volts, admettons, ou 3,6 volts. Si j'en mets deux en série, j'ai 7,2 volts. J'en mets 3, j'ai 10 et quelques, et puis je monte typiquement jusqu'à ma tension souhaitée du moteur. Donc je peux monter jusqu'à 400 ou 800 volts selon ce dont on a besoin sur le moteur. Et ça, c'est de manière dynamique, donc je mets mes cellules de manière unitaire, en série ou en parallèle, pour alimenter, générer la forme d'onde de sortie pour piloter le moteur. De la même manière, je vais prendre la tension du réseau, et en face du réseau, je vais mettre en permanence et de manière dynamique mon nombre de cellules en face de la tension du réseau qui m'est apporté par l'extérieur. Et on voit ici, des avantages qu'on voit immédiatement, c'est que typiquement, si j'ai une cellule qui est défaillante, eh bien, on la met à l'écart, on la met hors du pack batterie, on la met à l'écart de manière pas physique, mais de manière électronique. On la sort du circuit et on continue de tourner sur les cellules qui restent en vie. Donc, on a évidemment par défaut une amélioration de la disponibilité du pack batterie et des cellules batterie, et on a une amélioration aussi de l'autonomie, dans le sens où même s'il y a une cellule ou quelques cellules ou plusieurs cellules, voire une centaine de cellules qui sont vidées, on continue de tourner sur les cellules sur lesquelles il reste encore de l'énergie. Donc quand on aura vidé notre pack batterie, on sera vidé complètement sur l'ensemble du pack batterie, parce qu'on pilote on pilote de manière dynamique et on puise l'énergie sur les cellules sur lesquelles il reste de l'énergie. Et en fait, on va beaucoup plus loin que ça finalement. On fait de ce qu'on appelle de l'équilibrage dynamique du pack batterie. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train d'évaluer quel est l'état de charge de chaque cellule à l'intérieur du pack, et on va puiser l'énergie dans les cellules qui sont le plus chargées par rapport aux copines qui sont à côté. Ça, c'est le principe. Donc, typiquement, les gros avantages que ça apporte, c'est qu'on n'a plus besoin d'onduleurs. Donc, c'est directement, finalement, c'est une batterie intelligente, c'est un pack batterie intelligente. C'est lui qui génère la tension de sortie. Elle peut être alternative, elle peut être continue, elle peut être triangulaire, whatever ce qui est souhaité en sortie du pack batterie. On a une seule électronique, donc qui permet à la fois de piloter de l'AC et du DC, typiquement pour tout ce qu'on appelle le besoin des auxiliaires. On est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'à la fois on peut alimenter le moteur,
on peut se charger sur le réseau, mais aussi on peut prendre le pack batterie pour aller faire du véhicule to load ou véhicule to grid pour justement ce côté bidirectionnel qui va être de plus en plus demandé par nos instituts. Donc on a du temps réel au niveau de l'équilibrage des cellules, et puis on peut se recharger directement sur le réseau. Donc ça c'est le principe. Donc on contrôle de manière dynamique notre tension de sortie. C'est ce que je disais tout à l'heure. On élimine l'onduleur, on élimine le chargeur embarqué parce qu'on est capable de tout piloter depuis notre pack batterie avec l'électronique embarquée. Typiquement, le graphique du haut, c'est plutôt un onduleur. C'est typiquement la vision sur l'onduleur, où là, on a un PWM, donc c'est un onduleur classique qui va hacher ma tension de batterie du pack batterie, typiquement du 800 volts, il va la hacher, et puis il va moyenner la tension de sortie avec donc la largeur du pulse de sortie. On va avoir une tension moyenne qui correspond à la sinus qu'on souhaite, au point du sinus qu'on souhaite en sortie. Et là, sur le batterie commutée, donc le Sigma Cells, qui est le graphique du bas, là, on est en permanence, on ajuste le nombre de cellules pour être pile poil sur notre sinus de sortie. Et en plus, on peut ajuster de manière très fine en faisant du PWM sur les points intermédiaires du sinus. Le gros avantage de ça, c'est qu'au lieu de couper du 800 volts à 10 kHz ou 20 kHz, on coupe du 3,6 volts à 50 Hz. Donc on coupe à très très basse fréquence et à une très basse tension. Donc on a quasi plus de perte de commutation. On n'a plus que les pertes de conduction du système, comme sur un système normal, sachant que les pertes de conduction et de commutation, c'est à peu près 50-50 des échauffements thermiques et des pertes énergétiques d'un système électrique. On peut dire globalement qu'on a divisé par 2 les pertes thermiques du système. Donc les avantages, d'un point de vue coût, on a fait pas mal d'études, on est plutôt équivalent par rapport à une solution standard. On optimise et on va utiliser jusqu'à entre 20 et 30% de plus sur la capacité intrinsèque du pack batterie. On n'a plus besoin de refroidissement spécifique dans le sens où cette électronique finalement est distribuée sur le pack batterie. Du coup, je vais bénéficier du 80 degrés maximum qui est autorisé sur les cellules typiques, quelles que soient les technologies. Et du coup, mon électronique, la température de jonction, elle peut tenir jusqu'à 125. Donc, si elle est distribuée sur le pack batterie, il n'y a pas de raison qu'elle ait un problème particulier en étant comme ça. On peut le fast charging, donc on a une charge rapide dans le sens où si je suis capable, mon onduleur est capable de générer du 100 kW en sortie, il sera capable de se charger à 100 kW aussi de facto, par nature. On va sauver du volume et du poids parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, on élimine le chargeur et l'onduleur. On peut faire du diagnostic en continu sur notre pack batterie. On peut toujours en permanence évaluer où en est la cellule unitaire. On peut la sortir du système et puis lui faire un diagnostic de manière individuelle parce qu'on a de l'intelligence proche des cellules avec un microcontrôleur et son intelligence qui est à côté. On monte l'efficacité, j'en ai parlé, on n'a plus de perte de commutation. On n'a plus les bruits qui sont liés. Donc, d'un point de vue CEM, compatibilité électromagnétique, on a beaucoup gagné aussi parce qu'on charrie du 50 Hz et on charrie pas du 10 ou 20 kHz. Et puis, on peut avoir une distribution modulaire du système. Cette technologie est protégée par plus de 15 brevets. Aujourd'hui, on est plutôt à plus de 20 brevets sur cette technologie et on est les inventeurs au niveau du CEA sur ce type d'architecture, ce qu'on appelle architecture commutée. Donc, le transfert a été fait auprès de Vitesco, donc, sur les équipes de Toulouse, qui l'a mis en œuvre dans un véhicule. Et puis, on a fait d'autres transferts également dans d'autres types d'activités, typiquement avec Decathlon pour le vélo électrique. Switches, c'est une start-up qui vient du sud-ouest dans le côté stockage stationnaire. RTE, plutôt sur l'énergie harvesting qu'on pourrait faire sur des poteaux. Et là, l'enjeu, c'était de durer très, très longtemps et justement d'être résilient par rapport à une casse éventuelle d'un panneau solaire ou d'une cellule de batterie. Et puis avec Bubendorf également sur des pilotages de volets roulants qui sont alimentés en solaire. Voilà, c'est un petit peu les différents transferts, mais il en reste d'autres. Il y a des activités, des points qui restent encore disponibles pour être transférés vers les industriels. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Merci à vous tous pour vos présentations. Nous avons récupéré quelques questions, alors notamment pour messieurs Fissmann et Edelberger. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les typologies de clients qui seraient utilisateurs de ces BDU nouvelle génération, par exemple? Alors oui, bah, ce sont nos clients d'aujourd'hui déjà, hein, nos clients d'aujourd'hui qui cherchent à optimiser toutes leurs solutions, donc essentiellement sur les applications véhicules roulants aujourd'hui, hein, parce qu'on travaille, nos challenges en fait, on a travaillé sur des puissances assez fortes. Après, on pourra redescendre hein, dans des spécifications plus légères, mais on est volontairement voulu travailler sur des niveaux de performance assez élevés. Demain, on pourra adresser du non roulant, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet, c'est vraiment les défis des engins roulants, des véhicules roulants, voitures, camions, et pourquoi pas bus aussi. Donc tous les fabricants de matériel, enfin tous les fabricants d'engins, de véhicules. Ça peut être aussi les fabricants de batteries, puisqu'on a quand même de plus en plus de fabricants de batteries qui s'intéressent à intégrer ces solutions, parce que ces solutions, elles ont un bénéfice, comme on vous le montrait, de pouvoir être intégrées aussi sur des plaques froides de batterie pour optimiser encore plus le refroidissement du système. Merci. Pour Philippe Despès, avez-vous des solutions concurrentes? Effectivement, sur cette technologie, initialement, on était un peu tout seul, hein, c'était assez précurseur. C'est assez en rupture finalement par rapport à une architecture classique du monde du pilotage de l'électricité. On était assez en rupture et aujourd'hui, depuis de plus en plus, on voit des publis. On a le projet, typiquement, on a les collègues, enfin les collègues de Ibis, donc Stellantis, qui ont développé une technologie un peu similaire, donc avec qui on discute également sur ce principe. Mais on va dire qu'on a fait pas mal d'études justement d'état de l'art et des brevets. On est plutôt en avance par rapport, et bien en avance par rapport à ce qui existe sur la planète. Mais effectivement, ça arrive. Alors c'est une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que ça commence à se démocratiser, on va dire, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui s'y intéressent. La mauvaise nouvelle, bah, c'est qu'il y a des concurrents. Et ma crainte la plus forte, c'est que ce soit les Chinois qui sortent en premier en volume, quoi. Pour être entre nous. Merci. Monsieur Gourceau, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quelle étape vous êtes dans le développement? Ah oui, bien sûr. Donc du coup, je l'ai peut-être dit rapidement, mais effectivement, on a fait un premier démonstrateur, qui permet à nos clients d'essayer le véhicule hein, chez notre partenaire Bosch, donc sur le circuit proche de Reims. Donc on a vendu déjà des solutions pour le véhicule final qui sera produit fin 2025. Et là, on est en phase du coup de levée de fonds pour justement finaliser la R&D du produit. Et donc vous voyez le produit génération 2 en fond d'écran. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire quel modèle on voit derrière vous? C'est le modèle génération 2, donc on a un design pour être au plus juste en termes de coûts et on va dire correspondre aux usages de nos clients. Donc un usage urbain avec, alors je sais pas si vous voyez bien, mais derrière on peut ajuster la partie logistique, donc soit mettre un fourgon fermé, soit un fourgon frigorifique, soit on peut mettre, on va dire, une grue ou une citerne. Enfin bref, c'est pour les usages assez variés. Très bien, merci. Et Monsieur Wiesmann et Delberger, pour les étapes où vous en êtes, quelles sont les prochaines qui sont envisagées, s'il vous plaît? Oui, bah, il nous faut passer d'une idée qui est fonctionnelle à la base, hein, que l'on a maquetté, prototypé avec des simulations dans un cadre restreint, en un produit final qui est prêt à être fabriqué en série. Donc ça implique de tester la robustesse, la durabilité et la stabilité des performances dans des conditions réelles. Travailler aussi sur la conception pour la production de masse. Alors, ça a été évoqué dans les clients cibles. On peut avoir des boîtiers qui sont totalement personnalisables aux besoins du client. Ça va plutôt être la typologie des constructeurs automobiles où l'encombrement est clé. On peut imaginer aussi avoir des solutions peut-être plus modulaires pour des applications trucks. Voilà, donc d'où aussi la recherche peut-être de partenariats ou de lancer
des discussions, et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire pendant les Tech Day, pour essayer de nous orienter aussi sur ce que l'on doit faire, et puis travailler sur la mise en place en œuvre d'un produit plus abouti. Merci beaucoup. Monsieur Despès, pour les Sigma Cells, quelle est la maturité de la technologie? Alors, la maturité est très dépendante par rapport. Il y a deux transferts typiquement qu'on a fait avec SwitchS il y a bientôt 10 ans et qui là est très mature, hein, donc c'est en production, en petit volume. Et puis d'autres transferts où on est plus en l'état aujourd'hui, on est on va dire en échelle TRL, on va dire on est entre 6 et 7 avec typiquement Vitesco. Donc aujourd'hui, c'est pas encore déployé en masse sur des véhicules, ça a été validé, on va dire, dans le laboratoire plus dans les voitures. J'ai une autre question pour le projet YouMotion. Le véhicule, est-ce que vous pouvez nous indiquer des points de vente et éventuellement des notions de tarifs? Oui, bien sûr. Donc là, pour la distribution, on est essentiellement on va dire basé sur l'équipe commerciale aujourd'hui en vente directe, mais on est en train de discuter, on va dire, avec un concessionnaire national pour la distribution. Et la fourchette de prix, elle commence à partir de 20 000 € pour un véhicule opérationnel, voilà, et une autonomie entre 100 et 150 km. Et puis après, on peut rajouter évidemment les options logistiques que j'évoquais en fonction des usages du client, mais après, on peut rajouter des modules de batterie. Donc les modules de batterie, pour compléter l'autonomie, on peut les mettre à la location, à la vente. Et en gros, pour une autonomie de 300 km, on sera aux alentours de 35 000 €, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur Despès, vous parliez d'une brique technologique précédemment. Pouvez-vous nous dire comment y accéder, s'il vous plaît? Ouais, le CEA, donc on s'appuie essentiellement notre business model, on va dire, c'est de signer un accord de collaboration avec le partenaire industriel et ensuite on trouve les termes, on va dire, à la fois d'un point de vue planning, d'un point de vue exécution, contenu livrable et financier. Donc c'est un projet, on va dire, assez standard. Et on se met d'accord avec notre partenaire industriel sur les modalités, on va dire, d'exécution et de financement. D'accord, merci. Donc, on va poser une dernière question, puis je vous propose de conclure. Alors, ça s'adresse à Monsieur Gourceau. La concurrence des grands groupes comme Renault, Stellantis, comment vous Ouais. voyez ces C'est une très bonne sources de question. concurrence? Ouais. Ouais, c'est en fait, nous on fait un produit vraiment différent des grands constructeurs, parce qu'aujourd'hui les grands constructeurs se dirigent vers des grandes autonomies dictées un peu par les plateformes qui sont réalisées aujourd'hui pour les particuliers. Donc pour les professionnels, ils se retrouvent avec des véhicules qui font minimum 1,8 tonnes. Et il y a une course à l'équipement, on le voit dans les derniers modèles de Renault, même les petits, hein. C'est du 800 volts et c'est caméra, voilà, software defined véhicule avec on va dire une obsolescence programmée assez importante. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de faire de l'utile et sizer au juste nécessaire pour donner un premier prix professionnel de l'urbain. Après, on discute aussi avec ces grands groupes, hein, parce qu'ils cherchent à multiplier les volumes sur leur plateforme. On peut tout à fait adapter notre proposition de motorisation brevetée sur le véhicule d'un grand constructeur. Ça permet simplement d'avoir une rationalisation de la dépense énergétique. En tout cas, on les voit pas vraiment comme des concurrents à date, parce ils sont sur un marché un peu décalé, mais plutôt comme des partenaires pour le développement. Très bien. Donc, merci à tous et merci pour votre attention et pour vos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de poser toutes vos questions, merci pour les petites réactions. Ça fait chaud au cœur. Alors, si vous n'avez pas eu le temps donc de poser toutes vos questions, nous les transmettrons. Bon après-midi à tous. Merci encore et puis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à bientôt, au revoir. tous. Au revoir. Merci.